Alors, ma lecture est un peu, je dirais, différente de celle évoquée par mes prédécesseurs. Et comme tu l'as dit, pour avoir travaillé sur un certain nombre de sujets liés au foncier, mais aussi au logement, on a compris que lorsque le chef de l'État lui-même, il a dit dans son programme de gouvernement de 2010 de construire 60 000 logements par an. Et le coût du logement, il avait dit 25 000 francs sur 25 ans. Alors, c'était un projet bien pensé. Et malheureusement, je pense que les acteurs qui étaient censés mettre en œuvre ce projet, le ministère de la Construction, ne s'est pas mis dans l'esprit du chef de l'État. J'ai l'impression qu'ils ont fait de l'improvisation lorsqu'ils ont lancé le projet lui-même en 2012. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, quand ils ont lancé le projet en 2012, ils ont parlé de souscription et les Ivoiriens se sont mobilisés massivement lors de ce programme-là. Et on a vu une certaine désorganisation. Et par la suite, il y a eu, je vais dire, une surenchère créée par certains acteurs, mais aussi une sorte de business où certains qui étaient destinés à avoir des logements sociaux, a priori des populations à revenus moyens, n'ont pas pu avoir ces logements. Et certaines personnes qui avaient vraiment la capacité financière ont acheté ces logements pour créer par la suite une surenchère autour de ça. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le ministère aurait pu faire un bilan pour savoir pourquoi est-ce qu'en 2012, lorsqu'on a lancé ce projet, les choses n'ont pas fonctionné comme il se doit. 2012, on est aujourd'hui en 2025. Et là encore, on constate que les choses se sont aggravées. Pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs conventions signées par l'État de Côte d'Ivoire via le ministère de la Construction avec des promoteurs immobiliers, très souvent qui font miroiter à l'État qu'ils ont la capacité financière de réaliser ces logements. Mais dans la pratique, on se rend compte que non seulement ils n'ont pas pu avoir le terrain, ils n'ont pas aussi la capacité financière, ou quand ils font les constructions, ils ne s'attachent pas, par exemple, à des bureaux d'architectes ou à des bureaux d'études. Donc, pour un immeuble qui doit supporter, par exemple, un immeuble R+7, par exemple, quand vous partez voir la fondation, ça n'a rien à voir avec la fondation qui doit être faite. Donc, il y a un certain amateurisme auquel nous, on assiste, parce qu'on est sur le terrain, on a l'habitude de croiser des gens, ils nous disent des choses, l'État appose sa signature, mais au finish, les promoteurs qui sont censés, ou des aménageurs qui sont censés aménager les terrains, ils ne disposent même pas de la matière première qui est le foncier lui-même. Ça pose problème déjà. Et en termes de capacité financière, très souvent, il y a des promoteurs véreux qui n'ont même pas cette capacité financière et qui causent du tort aux souscripteurs, aux Ivoiriens qui rêvent d'avoir un logement. Donc voilà un peu le premier constat que je fais de cet échec-là. Très bien. Merci Edwin. Alors tout à l'heure, quand j'ai écouté M. Déby, je me suis posé beaucoup de questions en tant que journaliste avec le regard critique. Et il disait tout à l'heure que la mise à disposition du foncier est systématique. Mais il y a un cas récent que je vais donner, peut-être que vous connaissez bien ce cas. Il y a un promoteur qui est venu récemment en Côte d'Ivoire qui a promis de construire près de 10 000 logements, y compris les logements socio-économiques, au standing. Et voilà. Et ce promoteur, l'État lui a donné 2 sites, Benjerville et Loka, et ensuite Bassam. Mais à peine il a commencé le projet, il a payé qu'il devrait puger ce qu'on appelle le droit. C'est à hauteur de 4 milliards à peu près. Il a payé 1 milliard 600 millions à peu près, ou 61 millions. Mais après ça, il s'est montré défaillant. Il n'a pas pu, puisque le paiement devrait être échelonné, il n'a pas pu honorer le reste de ses engagements. Et 2, lorsqu'il a commencé le projet, on s'est rendu compte que, j'avais parlé de ça tout à l'heure, c'est des bâtiments R+7 qu'il est censé construire. Mais les premières fondations qu'il a faites, ça ne pouvait pas supporter ces bâtiments-là. Donc, un des acteurs a écrit un courrier adressé au ministre pour dire, attention, ce que le promoteur est en train de faire, il est en train de mener à l'abattoir ceux qui vont habiter ces bâtiments qu'il est en train de mettre à disposition.
Et aujourd'hui, on assiste à une guéguerre entre ce promoteur qui est hors du pays, qui, je le signale, a promis un investissement de 40 000 milliards. 40 000 milliards. Et il n'est pas capable de puger les droits à hauteur de 4 milliards à peu près. Donc, voilà un problème. L'État appose sa signature en signant une convention avec un promoteur sans s'assurer de sa solvabilité, de son sérieux. Et plusieurs Ivoiriens ont souscrit à ce projet-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bien vrai que vous avez parlé de fonds séquestrés, mais il a réussi à utiliser le fonds des souscripteurs pour disparaître avec ça. Donc, quand l'État lui-même accompagne un promoteur et les Ivoiriens, c'est un peu comme si l'État mettait en confiance les Ivoiriens. Ils adhèrent à ce projet et plus tard, le promoteur qui est censé leur donner ou mettre des logements à leur disposition se montre défaillant et il sort tranquillement du pays comme si de rien n'était. Il faut faire attention. Et il y a plein... Vous allez reprendre. Attention aux mots. Oui. Il y a plein de cas. Dilapider de l'argent. Oui. Je pense que en réalité, moi, je ne peux pas comprendre. Vous parlez du projet Riatiti. Il y a un compte séquestre. Comment se fait-il que le promoteur puisse avoir accès à ce compte séquestre? Ok, d'accord. Il faut comprendre d'abord le projet. Il faut comprendre le projet. Je pense que vous parlez du projet Riatiti. Exactement. Voilà, je pense qu'il faut utiliser les termes. Non, c'est pour ne pas faire de la publicité que je suis resté un peu... Ok. Moi, je vous fais le dire pour que les Ivoiriens sachent de quoi on parle. En réalité, c'est un projet, effectivement, qui a démarré avec un opérateur avec qui nous avons signé une convention pour 10 000 logements socio-économiques. C'est un promoteur qui a fait le choix, et c'est un choix qui est tout à fait possible, de s'orienter vers un terrain déjà titré. Donc, ce terrain avec ACD, je le précise. Oui. Donc, dans un tel cas de figure, ce que l'État fait, l'État accompagne le projet, donc du point de vue institutionnel, pour s'assurer que, déjà, la viabilisation, parce que l'État promet la viabilisation, soit assurée, que les exonérations fiscales auxquelles il a droit puissent lui être accordées. Donc, toutes ces dispositions ont été prises au niveau de l'État. Ce projet a été approuvé par l'État, donc par la Commission nationale d'agrément des projets immobiliers. Et justement, en cours de mise en œuvre, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème interne aux villageois. Donc c'est un problème qui n'a absolument rien à voir avec le promoteur. Okay. J'ai précisé, ce terrain fait l'objet d'un ACD. Et ça permet peut-être de coller l'actualité sur la difficulté au niveau de la sécurisation foncière qui a été débattue largement sur ce plateau pour montrer que parfois, ces investisseurs qui arrivent de l'étranger et à qui nous martelons que le titre définitif en Côte d'Ivoire, c'est l'ACD. Orientez-vous vers des terrains avec ACD pour être, en tout cas, à l'abri de tout risque, qui font ce choix et qui se retrouvent plus tard parce que quelques parties prenantes du village estimant ne pas avoir été suffisamment rétribuées parce que dans cette relation avec, que ce soit les mandataires, etc., n'ont pas été à juste titre récompensés, vont porter plainte. Et la justice met un sursis sur l'ensemble de la zone. Vous comprenez bien que ça n'a rien à voir absolument avec le promoteur. Le promoteur est quasiment ici victime de justement cette guéguerre entre les communautés villageoises. Donc ce que nous disons ici, c'est que ce projet, il est totalement viable. C'est un projet qui avait démarré. C'est un projet où les bâtiments, vous l'avez dit, avaient commencé à sortir de terre. Il y avait eu effectivement... conformes, les bâtiments? Non, il y avait eu effectivement quelques sujets au niveau des premiers bâtiments qui ont été construits. Parce que justement, à l'origine, le promoteur avait sélectionné donc un cabinet qui était agréé, inscrit au tableau de l'ordre donc des ingénieurs conseils, et qui n'a pas fait son travail. Ce cabinet aujourd'hui a été poursuivi en justice par le promoteur. Okay. Parce qu'un promoteur n'est pas censé tout connaître quand il arrive en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on l'oblige à faire, c'est de s'entourer des compétences techniques suffisamment aguerries au niveau donc, de l'espace, de notre écosystème. Donc c'est un architecte agréé, c'est un bureau de contrôle. Et ce qui a été fait par le promoteur. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, avec la difficulté qu'il y a eu sur le foncier, il y a eu un sursis qui a été mis donc, par la justice pour justement en termes de mesures conservatoires. Donc nous discutons aujourd'hui avec l'ensemble des parties prenantes pour trouver des solutions et pour faire en sorte que très rapidement, ce projet puisse reprendre une fois que nous aurons la main levée de la justice sur la réserve J'aurais bien voulu foncière. qu'il réponde sur la question des fonds séquestrés qui ont été... Enfin... Des promoteurs qui ont pu avoir... Là aussi, c'est un amalgame. Là aussi, c'est un amalgame. Allez-y. Expliquez. Voilà, parce qu'en réalité, un promoteur, quand il ouvre un tel projet, a deux modes de commercialisation. Vous avez ce qu'on appelle la vente à l'état futur d'achèvement, la VFA, qui est un mode qui, en des termes plus simples, permet au promoteur de construire avec les ressources des souscripteurs, étant entendu que le foncier est
mis au nom du souscripteur dès la signature du contrat. Et vous avez le deuxième mode de commercialisation, qui est le contrat à terme, qui lui impose le compte séquestre. Donc c'est ce qui a été utilisé dans le cadre des projets avec l'État de Côte d'Ivoire. Dans le cas précis de ce promoteur, qui a opté donc pour la vente à l'état futur d'achèvement, les ressources ont été collectées par le promoteur. Ces ressources étaient, avec bien sûr la surveillance de l'État, dédiées et affectées au projet. Donc il y avait une commission qui permettait de s'assurer que ces ressources étaient affectées aux constructions, pour être sûr qu'il n'y a pas de détournement, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, de détournement de ressources. Donc aujourd'hui, toutes les ressources qui ont été encaissées sont des ressources qui ont été utilisées soit pour le paiement de la purge, donc le paiement du foncier, ou pour le paiement des constructions. Donc il n'y a eu aucune ressource qui a été dilapidée ou qui, comme vous le dites, comme vous l'annoncez, a été emportée par le promoteur. Le projet n'a été arrêté qu'en raison donc, de la situation judiciaire qui a prévalu sur l'ensemble du site. Et je précise, la situation judiciaire porte sur 490 hectares. Voilà. Donc ce n'est pas seulement le projet Ria Titi qui est concerné. Le projet Ria Titi, il porte sur 28 hectares qui sont dans ces 490 hectares. On vous a bien compris. Donner l'ampleur du problème. On vous a bien compris. Je veux rester collé aux deux intervenants qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Okay. Effectivement, ils ont posé un problème qui date de 2012-2013. Et ce problème-là perdu dans le temps. Et le ministère, à mon avis, plutôt que de faire un état des lieux ou, je ne sais pas, essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné par le passé, dit qu'ils ont fait des réformes. Oui, vous pouvez faire des réformes, c'est une bonne chose. Mais et les personnes qui ont été victimes des anciennes réformes, qui jusqu'à aujourd'hui courent après le remboursement de ces fonds investis. Il y a un problème. On ne peut pas évoluer en occultant des personnes qui ont été victimes d'une politique que vous avez faite qui n'a pas été bien maîtrisée. Donc ça, je pense que, je ne sais pas si je dois dire c'est un cri de cœur ou moi, en tant que journaliste, on reçoit beaucoup d'appels de nos concitoyens qui disent qu'ils ont investi de l'argent. Vous dites que ce fonds-là est séquestré. Mais comment se fait-il que ces opérateurs-là n'arrivent pas, ou l'État n'arrive pas à lever, s'il y a une main levée, à lever cette décision-là pour que ces opérateurs, enfin, ces Ivoiriens qui n'ont pas pu avoir leur logement, puissent être remboursés ou, dans le cas contraire, ils soient prioritaires dans les nouveaux programmes que vous initiez. Voilà autant de préoccupations. Début Kokora, ça fait beaucoup de... Oui, mettre des logements à la disposition des concitoyens, c'est une bonne chose. Et dans le cas de la politique de logements sociaux, cette politique piétine encore parce que, comme j'ai eu à le dire, tant que l'État ne fait pas un bon diagnostic de la situation, ce problème-là va toujours patiner. Le foncier, c'est la base. Si au niveau du foncier, la cession au foncier même pose problème, c'est sûr que le promoteur qui vient, qui cherche à construire des logements sur un site, la base est déjà faussée lorsqu'il n'a pas ce foncier-là. Parce que grâce à ce foncier, il peut aller auprès d'une banque, hypothéquer, avoir une hypothèque et avoir le financement qu'il faut pour pouvoir construire ces logements sociaux. Okay. Mais quand ce problème de foncier n'est pas encore, tant que ce n'est pas réglé, l'État même s'est fait gruger dans certains endroits sur le foncier. Okay. Donc j'imagine un peu la peine qu'endurent ces promoteurs aussi sur ce domaine-là. Serge Patrick de Souza. Alors, Evelyne,